Bien, alors, nous allons aborder, j'allais dire la deuxième partie du livre 1 du Capital. Je m'explique. Je dis la deuxième partie parce que on l'avait dit, et on s'en est rendu compte, la section 1 constitue une difficulté pour les uns et pour les autres, pour pouvoir bien pénétrer à la fois la méthodologie, parce que c'est vraiment un cours de dialectique, et en même temps pour saisir les différents concepts qui sont évoqués à l'intérieur de l'étude des grandes catégories philosophiques que sont la valeur, la monnaie, etc., etc. Et à partir de la section 2, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un tas de choses à discuter, mais qu'on n'est plus confronté aux difficultés auxquelles on a été confronté à la section 1. Donc, je crois, 8 autres sections, si je me souviens bien, qui suivent, se lisent un peu comme des articles dans la presse. D'ailleurs, Marx va, alors pas dans la section 2, mais à partir de la section 3, va beaucoup s'appuyer sur les rapports des inspecteurs du travail anglais pour dénoncer les différentes manières d'extorquer la survaleur aux travailleurs. Et donc, on a en fait des textes qui sont des textes historiques ou sociologiques, comme vous voulez, avec bien de temps en temps, quand même, quelques petites difficultés, notamment les calculs avec les mesures anglaises qui sont souvent assez complexes, mais c'est quand même pas ça l'essentiel. Sur le fond politique, ça va aller très vite. Et d'ailleurs, vous allez voir, par exemple, sur la survaleur relative, sur la survaleur absolue, par laquelle on commencera l'étude, je crois que c'est la section 3 ou la section 4, pratiquement, on n'a pratiquement plus rien à dire. Pour vous donner un petit exemple, dans la préparation des cours, je fais des fiches. La section 1, j'ai 28 pages de ce format de fiches, alors que sur la section 3, ou la section 4, je ne sais plus laquelle des deux, j'en suis à... J'ai lu, je ne sais pas, 100 et quelques pages, et je dois avoir 3 pages de notes. Parce que ça ne se prête pas à un approfondissement, à une réflexion particulière pour pouvoir comprendre le tout. Et ça se lit très bien. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Marx est un écrivain de talent. Le traducteur est quelqu'un qui connaît bien, qui maîtrise bien le français. Et on lit ça comme un bon bouquin, pas un roman, parce que c'est idiot de le prendre comme ça, mais un bon bouquin de vulgarisation qu'on pourrait acheter sur un truc, et certains même parfois présentent des difficultés qui n'existent pas. Donc par conséquent, si vous voulez, il faut qu'on soit décontracté. Là, à partir de maintenant, les choses vont aller mieux plutôt. Alors, il s'agit dans cette section 2 d'un passage qui est fondamental dans le Capital. Alors, est-ce que quelqu'un voit pourquoi c'est fondamental? Ça met en évidence la force de travail comme une marchandise. Ça évoque d'abord la transformation de la monnaie en capital, c'est en fait la genèse du capitalisme. Et à partir de là, ça introduit l'idée du prix, de la vente de la force de travail, donc en tant que marchandise qui s'inscrit dans le cadre du système capitaliste. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi, j'ai retenu surtout que ça montrait que l'échange en soi ne crée pas la valeur, et que finalement c'est toujours le travail qui la crée, quoi. Mais il faut que ça se concrétise, mais ça se concrétise dans l'échange, en fait. Donc l'un et l'autre sont liés. Vous avez raison l'un et l'autre, mais on peut le dire de manière très simple. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Et Marx insiste d'ailleurs
sur cet aspect. À savoir que, en fait, l'apparition de l'économie marchande, de la marchandise, plus exactement, l'apparition de la marchandise, son développement dans des économies qui sont marchandes parce qu'elles reposent sur l'existence de la marchandise. Et je rappelle, la marchandise avec son côté double, hein, c'est à la fois une valeur d'usage et en même temps une valeur d'échange. En fait, on n'a pas expliqué ce que c'est que le capitalisme. Parce que, quelque part, sans remonter trop loin, chez les Grecs, c'est déjà une société marchande. Chez les Romains, je crois que c'est encore plus important encore, c'est une société marchande. Il faut quand même, y compris dans la socialisation de la production. Vous avez par exemple Rome qui est ravitaillée par l'Égypte en blé, alors que depuis Rome, un certain nombre de produits vont aller en Égypte et pénétrer la société égyptienne. On a ce phénomène tout autour de la Méditerranée, et d'ailleurs c'est quand à un moment donné une partie de l'Empire va rentrer en crise que l'Empire romain va rentrer en crise. Il ne va survivre que dans sa partie orientale. C'est rapide ce que je dis, mais ça permet de se situer au niveau historique. Mais cette société marchande, et il faut y faire attention parce que les historiens bourgeois, les économistes bourgeois ont tendance à justement nous faire croire que c'était déjà l'économie capitaliste. L'économie capitaliste étant un produit de la nature, comme chacun sait. Donc par conséquent, il faut bien faire la distinction entre ce qui relève du caractère de l'économie marquée par la marchandise et le moment où cette société marchande arrive à... Alors, le mot apogée n'est pas juste, mais arrive à sa maturité, et où là, on est dans la société capitaliste. Et donc, il faut expliquer pourquoi on est passé de l'une à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître? J'ai noté comme formule, en fait, c'est à partir du moment où on achète pour vendre. C'est-à-dire où la monnaie, il y a un phénomène de reflux où la monnaie, il y a un échange monnaie. Il y a quelqu'un qui a de la monnaie. Et de là, on revient à de la monnaie, mais il faut, comme cette monnaie, elle doit y avoir de la survaleur, puisque dans le reflux de la monnaie, il faut qu'il y ait une survaleur, et c'est cette survaleur qui crée le capital. En fait. Mais dans la période précédente, on a aussi de la survaleur. Puisqu'il y a une différence entre le prix de la force de travail et le prix de la force de travail étant le temps de travail socialement nécessaire à sa reproduction. Hein. Il ne s'agit pas là qu'elle soit sur le marché, mais le temps de travail socialement nécessaire et le fait qu'il a apporté une valeur supplémentaire à la marchandise. L'artisan, il est bien confronté à ça. Et donc là, tu as raison. D'abord, il y a cette notion qu'effectivement, il y a quelqu'un qui possède de la monnaie, c'est-à-dire finalement de la valeur, je veux dire concentrée, hein, en tant que telle, qui achète une marchandise avec l'intention de faire revenir la monnaie en plus. Et donc, il intègre bien l'idée de la production de survaleur, ce qui veut d'ailleurs dire, pour qu'on y reviendra, parce que ça revient dans les sections suivantes, ce qui veut dire que la survaleur totale n'est pas partagée par celui qui qui fait créer la survaleur. Je me fais bien comprendre. Ça veut dire que, par exemple, quand sort une voiture de chez Renault, toute la plus-value, toute la survaleur produite ne reste pas dans les mains de Renault. Ça, c'est une petite difficulté. Hein.
qu'on retrouve souvent chez des camarades qui ont vu Marx à travers d'autres textes que le Capital. En fait, quand la voiture est vendue, puisque tant qu'elle n'est pas vendue, le Capital n'est pas réalisé. Hein. Quand la voiture est vendue, ça veut dire qu'elle est vendue de manière à rendre la part de survaleur qui revient à Renault et qui va lui permettre de payer ses ouvriers, de payer les machins, etc., hein, les réinvestissements, etc. Mais ça veut dire aussi que le profit commercial, il est intégré. Et alors certains, là je serais incapable de moi vous dire ce que j'en pense, parce que c'est des questions sur lesquelles je ne me suis jamais penché, puis questions un petit peu ardues au plan économique. Certains disent que par exemple, les réparations intègrent justement la survaleur, une partie de la survaleur, puisque ces réparations, elles sont prévues à l'avance. La voiture va avoir à un moment donné, la faire réviser, etc., etc. Et donc ça, au niveau des choses... Alors, c'est très discuté, il y a des gens qui disent que, en fait, simplement, il y a des phénomènes qui se déroulent. La notion de service comme marchandise, il faut la prendre en compte ici, ce que ne prennent pas en compte les économistes bourgeois, en particulier, et les sociodémocrates. Ceux qui nous disent qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de production, il n'y a plus que des services, quasiment, ceux-là, ils n'ont pas compris que les services, c'était aussi une forme de... Et là, ça renvoie aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, pour rigoler, aux questions qu'on a déjà vues l'année dernière sur la prostitution. La prostitution, justement, comme marchandise, ce qui est vendu, c'est un service. C'est pas quelque chose de très concret. Alors, donc il y a ça c'est le premier point. Et alors il y a un deuxième, alors il y a donc quelqu'un qui possède le capital. Mais donc du coup, il faut se poser la question, comment il a obtenu son capital? Alors, il va y avoir un chapitre particulier qui traite de cette question de l'accumulation première de capitaux, sur laquelle on reviendra, qui est un des passages les plus intéressants du Capital au plan de la genèse de ce qu'est le capitalisme. Mais il y a un autre élément. Il faut bien qu'il n'y a pas que ça. Ça ne peut pas être que sur une base historique qu'il y a eu une accumulation de capital qui permet que les gens le possèdent et pas les autres. Il faut qu'il y ait du capital qui soit créé. Et donc, ce que Marx explique, c'est qu'avec le capitalisme, s'impose une nouvelle marchandise sur le marché, et cette marchandise, c'est la force de travail. Et c'est la force de travail qui, justement, par sa capacité de travail, va créer la survaleur que va s'approprier le capitaliste. Il va le voler de fait. Enfin, il va le voler. Peut-être que c'est une expression un peu morale. Il va se l'approprier, disons. Ça sera mieux, il va se l'approprier au détriment de l'ouvrier. Et donc, par conséquent, là, on a le régime capitaliste. Alors, le problème, c'est à quel moment de l'histoire ça se passe. Parce qu'il y a, y compris à l'époque romaine, voire à l'époque grecque, pour ce qui est de l'histoire de l'Occident européen, hein, ça apparaît sûrement aussi ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas des esclaves, qui ne sont pas des serfs, qui sont déjà libres et qui s'embauchent contre salaire. Mais ces éléments-là ne jouent pas le rôle fondamental dans le développement social. Ces éléments-là, ce sont des, comment je pourrais dire, des petites tâches à l'intérieur des modes de production précédents. Le capitalisme comme mode de production qui s'impose, ça commence en Italie
au XIIIe siècle. Marx cite les Médicis. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait même élargir. 14e plutôt, non Hein 13e, 14e 13e. À partir du XIIIe siècle, je ne sais plus comment il s'appelait, Guido De Bici, là, qui descend et qui s'installe à Florence. Mais on a quand même des phénomènes du même type à Venise. On a des phénomènes du même type à Sienne. À Gênes, mais je connais moins. Mais il est possible. Gênes, il y a aussi Amalfi et Bari qui sont là. Mais, d'une manière systématique, ce qui est vrai, c'est que la première entreprise qui apparaît comme véritablement une entreprise capitaliste, c'est visiblement les Médicis. Parce que ils font leur fortune dans quel domaine? La banque. Eh ben non. Et c'est là le piège. C'est que c'est pas dans la banque qu'ils font leur fortune. Ils gèrent leur fortune après grâce à la banque. C'est dans la laine. C'est donc dans une activité productrice. Et c'est pour ça que je parlais de Venise, etc. Parce que par exemple à Venise, c'est vrai qu'il y a le commerce du sel, qui est déjà un élément. Et la deuxième chose, c'est la soie. Parce que là, on a une production qui est une production de type marchand et qui va se développer et qui fait que, y compris Venise, à partir de la fin du XVIe siècle, va s'en tirer parce que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ce n'est pas le commerce maritime qui est la seule source de la richesse de Venise. Ce qui est la source de la richesse de Venise, c'est la production textile, c'est la production de verre à partir de à peu près XVIe siècle, c'est l'arsenal. Alors effectivement, il y a le commerce, mais il y a la construction des bateaux aussi, il faut mettre ça aussi dans le plan. Et puis ils vont avoir des pratiques commerciales de type capitaliste en rapport avec l'agriculture, puisque c'est les fortunes passent comme on dit, elles passent de la mer au continent avec toute la partie conquise là. Donc c'est l'Italie qui visiblement est à l'origine du développement du mode de production capitaliste. Et il y a la guerre aussi qui joue un rôle. Alors, la guerre, elle joue un rôle, mais à côté. D'accord. J'y reviens tout de suite après. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au XVIe siècle, et en fait, ça s'est fait tout au long du XVe. C'est pour ça que c'est compliqué de dresser vraiment un point de départ. À la limite, il faut revenir à ce que dit le manifeste communiste. C'est-à-dire que l'origine, de la domination du capitalisme comme mode de production, c'est la découverte de l'Amérique. La circumnavigation de l'Afrique et la découverte de l'Amérique. Pourquoi? Parce que, à partir de ce moment-là, on va avoir un processus de production qui est tourné vers le marché. Donc, la production tournant vers le marché, les ouvriers, elle va avoir besoin d'ouvriers qui vendent leur force de travail, et petit à petit, ce mode de production s'impose. Petit à petit, parce qu'au début, je prends par exemple l'Angleterre du XVIe siècle, vous avez les fameuses lois sanglantes. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, c'est à l'époque... Bon, vous connaissez tous Thomas More, qui dit dans Utopie, l'utopie, il dit le mouton chasse l'homme. C'est-à-dire qu'avec le système des enclosures pour pouvoir élever des moutons, les paysans pauvres sont expulsés des campagnes et, étant expulsés des campagnes, ils se dirigent vers là où ils peuvent survivre, c'est-à-dire les grandes villes, notamment Londres et les ports. Or, à un moment donné, ça met en cause l'économie seigneuriale dans une économie qui reste quand même marquée par la domination quand même de la société féodale ou féodaliste. Et donc, les rois d'Angleterre, Henri VIII, puis ensuite Élisabeth, vont faire adopter par le Parlement des lois qu'on appelle les lois sanglantes, et qui sont effectivement sanglantes.
toute personne qui est prise en état de vagabondage est fouetté et ramené à son village, mis au pilori, puis s'il revient, on lui coupe un bras, etc. etc. Et alors, c'est très curieux parce que, en même temps, ça rappelle un peu ce qui est en train de se passer avec les immigrés clandestins aux États-Unis ou en Europe. C'est-à-dire que d'un côté, on a un système qui multiplie les lois répressives contre les paysans qui fuient parce qu'ils ne peuvent plus vivre à la campagne, et en même temps un système, donc ça c'est, si vous voulez, les immigrants qui veulent aller aux États-Unis, à qui on ferme la porte, ou en Europe occidentale, à qui on ferme la porte, en Europe en général, mais enfin en Europe occidentale en particulier, et en même temps, le même système, il pousse à ce que les paysans y quittent les campagnes, d'abord parce que il y a une réorganisation des exploitations agricoles par la bourgeoisie et la nouvelle noblesse issue de l'anglicanisme, qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'eux. Mais d'un autre côté, les marchands de Londres, enfin quand je dis les marchands, les négociants de Londres avec leurs bateaux, ils ont besoin de marins, et les marins, eux, ils sont enlevés le soir sur les ports et on les oblige à partir. Donc ce n'est pas vraiment de la vente de la force de travail. Mais par contre, il y a une autre réalité, c'est le développement de l'industrie textile. Puisque dans les manufactures textiles, on a des ouvriers et des ouvrières qui viennent vendre leur force de travail, etc. Alors, évidemment, il faut faire attention parce qu'on peut toujours avancer à ce raisonnement que oui, mais il y avait des exceptions, des machins, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de voir, c'est quel est le mouvement. Et ça débouche sur le fait qu'au XVIIIe et XIXe siècle, on a des ouvriers qui sont libres. On va revenir là-dessus. Là. Alors, on repose ta question. La place de la guerre dans le développement, justement, du capitalisme ou du proto-capitalisme en Italie, justement. Alors, le problème, c'est que la guerre, il y a deux aspects. Il y a un aspect accumulation. Et l'aspect accumulation, je fais exprès d'employer l'expression-là, l'aspect accumulation, c'est le pillage. C'est-à-dire que les chefs de guerre pillent, les soldats aussi d'ailleurs, il faut quand même être sérieux, mais c'est en général les chefs qui récupèrent. Au bout du compte, il y a toujours quelque part quelque chose où l'argent il revient dans les mains des plus riches. Et alors eux, en fonction de leur liaison, en fonction des lieux où ils résident, ils peuvent reconduire ce qui a été pillé vers des activités productives, ou alors ça sert à leur entretien personnel. Donc là, il n'y a pas tellement de choses. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, la guerre va jouer ce rôle. On verra ça quand on fera l'accumulation primaire, puisque l'Angleterre, en gros, une partie de son accumulation, c'est la piraterie. Puisque justement, les Médicis, ils se développent dans un contexte où l'Italie est morcelée et les princes ont besoin justement de financer les guerres. Et justement, vrai, ils ont des succursales dans toute l'Europe. C'est après. Par rapport à ça. C'est après. Les succursales, elles sont liées à leur commerce. Aussi, oui. Ah non, avant tout. Elles ne sont pas liées à la guerre. Par contre, il y a un autre aspect, où là par contre, tu as pleinement raison, c'est que à partir du XIVe siècle, je dirais, à partir du XIVe siècle, se développe un marché des marchandises pour la guerre. Notamment la poudre, notamment avec l'arrivée des armes à feu, hein. La poudre, les fusils, mais aussi les épées, etc., qui vont développer des besoins nouveaux auxquels une partie de l'industrie de l'époque va répondre en produisant ça. Et par exemple, avec le développement de l'esclavage, il va y avoir la production des produits style comme colifichet, là, qui sont produits en France, par exemple, ou en Angleterre,
et qui vont être emmenés par bateau sur les côtes d'Afrique, être échangés avec les féodaux locaux contre des prisonniers qui vont devenir des esclaves qui vont partir dans les économies de plantation, et les produits des économies de plantation vont être échangés contre les esclaves, et quand ils arrivent ici, c'est des produits du type économie capitaliste. Mais il y a eu effectivement ce passage qui montre que là, on a effectivement une économie socialisée, puisque ça se fait à l'échelle mondiale, et qui en même temps est une économie qui repose sur la production de survaleur, sans contexte. Donc, voilà. Alors, la circulation du capital, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, c'est monnaie contre marchandises, et ces marchandises, après, contre de la monnaie. On peut supprimer les deux fois la marchandise, puisque ça revient finalement au même, au niveau abstrait. En fait, dans la valeur de marchandise égale marchandise de la circulation simple, comme dans la monnaie contre monnaie, dans la circulation du capital, en fait, c'est seulement dans la forme qu'il y a marchandise égale marchandise ou monnaie égale monnaie. Car, de toute façon, c'est toujours de la monnaie, au bout du compte, à un moment ou à un autre. Par contre, si le possesseur de monnaie la lance dans le circuit, c'est parce qu'en fait, il escompte qu'il va revendre la marchandise plus cher que ce qu'il a avancé. Il aura donc non pas monnaie, c'est dans la forme, monnaie égale monnaie. En fait, il aura monnaie égale monnaie plus. On est d'accord, hein, c'est un peu, si vous voulez, ça. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions là-dessus, on va passer à la question la plus importante, c'est la question de la force de travail qui s'impose comme la source, finalement, de la survaleur de la société. Alors, il faut un certain nombre de conditions que l'Antiquité ne pouvait pas développer pour que on puisse avoir à l'échelle sociale ce phénomène de la vente de force de travail. Pourquoi? Parce que qui dit vente de marchandises, et là il s'agit bien de la vente de marchandises particulières, mais qui a quand même été créée. Alors, c'est ce qui fait la caractéristique de cette marchandise. Elle a été créée à la fois par les forces vitales de l'individu, mais il l'a aussi, pour pouvoir travailler, il l'a aussi formé pour répondre au travail qu'on attend de lui. Hein. Donc, cette marchandise particulière, il faut qu'elle réponde aux critères d'échange de l'ensemble des autres marchandises. C'est-à-dire qu'en gros, ça doit reposer sur un contrat. Ça ne peut pas reposer sur l'arbitraire. Et le régime capitaliste, par essence, c'est un système qui, au plan juridique, repose sur le contrat. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire une affaire, il faut qu'il y ait des garanties, hein, des deux côtés. Et en plus, on ne peut échanger quelque chose que contre quelque chose qui est équivalent ou égal. Donc le problème, c'est que le propriétaire de la force de travail, il est propriétaire de sa marchandise et que quelqu'un cherche cette marchandise. Dans la société précédente, il y a encore des paysans, même si le servage a disparu en France dans les années 1762-63, il y a encore des gens qui
voient peser sur leurs épaules un certain nombre de contraintes qui sont liées à la seigneurie telle qu'elle est héritée du Moyen-Âge. Et d'autre part, et ça on le voit bien, par exemple dans les colonies anglaises en 1802, l'esclavage entre en contradiction avec l'existence de la main-d'œuvre libre. C'est la raison pour laquelle les Anglais, les premiers, vont abolir l'esclavage dans leurs colonies, et notamment en Afrique du Sud. Ils abolissent l'esclavage pour qu'il n'y ait pas cette contradiction qui fait qu'une partie de la force de travail est aliénée par quelque chose d'autre. Et donc on va avoir des gens qui d'un côté sont libres, ils possèdent le capital, et là pour eux il n'y a aucun problème. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont libres, complètement libres, de vendre leurs marchandises et qui ne sont redevables à personne, sachant que c'est là qu'on peut parler d'esclavage salarié. En vendant leur force de travail, cette force de travail, pendant la période pour laquelle elle est vendue, elle ne leur appartient plus, elle est au service de celui qui l'a achetée, c'est-à-dire que le travailleur, il est aliéné, alors au sens propre du terme, puisque sa propre force de travail, il ne la possède plus pendant la période de travail où il est dans ce qu'on va dire la manufacture d'abord et l'entreprise ensuite. Et donc, alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça a très vite eu des incidences pratiques. L'une en particulier, c'est la loi Le Pelletier. Le Pelletier, excusez-moi. La loi Le Chapelier. J'ai confondu les deux. Dans ma tête, ils sont croisés. La loi Le Chapelier. Parce que, dans la loi Le Chapelier, alors, ne hurlez pas, parce qu'il faut regarder les problèmes en termes juridiques. Mais dans la loi Le Chapelier, elle établit l'égalité entre l'ouvrier et son patron. Alors évidemment, la première réflexion est comment l'égalité, on interdit à l'autre de se grouper en syndicat, interdit de faire la grève, interdit de manifester pour des raisons économiques. Où elle est la liberté? Où elle est l'égalité? Ben si. Parce que si il y a la possibilité de mouvement collectif, sous quelque forme que ce soit, face au patron, vous avez un patron tout seul contre une multitude d'individus. Il n'y a plus d'égalité. Ils font pression. Et d'ailleurs, c'est très très drôle de voir que 2 siècles après, chaque fois qu'il y a une grève, ils nous parlent de liberté du travail, chacun doit pouvoir décider tout seul, etc. Et c'est assez rigolo de voir que l'argumentation, elle repose toujours sur cette idée qu'en fait, le travailleur, en vendant sa force de travail à son patron, il a signé un contrat, de la même façon d'ailleurs que le patron. C'est pour ça que le lock-out est interdit, du point de vue de la loi. C'est jamais respecté. Mais il y a toujours une loi qui interdit le lock-out, parce que le lock-out, c'est le patron qui décide, contre les travailleurs, de fermer l'entreprise et de les mettre au chômage technique, ou au chômage tout court. Alors, évidemment, cette loi n'est jamais appliquée, parce que ça c'est la réalité de la bourgeoisie et de son utilisation du juridique. Mais il n'en demeure pas moins que partout il a fallu adopter des lois comme ça pour faire croire qu'il y avait égalité avec l'interdiction de se regrouper dans les syndicats, etc. etc. et de faire grève. Donc, l'ouvrier, le patron est complètement libre. S'il n'a pas besoin de marchandises, travail, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, ma marchandise force de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il licencie, il n'embauche pas. Et de ce point de vue, ce que Marx montre, c'est le caractère inepte de ces théories sur le fait qu'il serait anormal de licencier les ouvriers sous prétexte qu'il y a des profits, etc. Alors, bien sûr, c'est un élément dans la bataille politique, pas le nier, mais dans la réalité, on ne peut pas dire il suffirait par exemple de prendre une loi qui interdit de licencier pour des raisons économiques dès lors que l'entreprise fait des bénéfices pour que les choses soient réglées. Parce que
c'est pas le régime capitaliste, ça. Alors il y a des moments où c'est possible, le rapport de force, mais ça ne tient pas. C'est comme la sécurité sociale, c'est comme les retraites. Il y a un moment donné où le capitalisme, il s'impose. C'est lui qui a le rapport de force. La deuxième chose, c'est que le travailleur, il est libre aussi. Aucun travailleur ne peut dire qu'il a été conduit, contraint et forcé à l'usine, quel que soit le travail qu'il fait. Il a choisi de vendre sa force de travail à son patron, et donc à faire le travail qu'on attend de lui. Alors évidemment, tous ces arguments que j'avance sont fallacieux, parce qu'ils ne posent pas le problème de la question des besoins, la nécessité de l'émancipation, etc., y compris cette émancipation qui se pose aujourd'hui dans cette idée du développement même de l'avenir de l'humanité, des forces productives, de la satisfaction des besoins, et sous d'autres formes que le capitalisme avance. On ne le dit peut-être pas assez souvent, mais par exemple, il est aberrant de développer cette idée qu'il faut la décroissance. C'est une aberration au plan, même, je veux dire, même pas politique, de l'intelligence humaine. C'est une aberration de dire on va avoir une société en décroissance. Ceci dit, il ne faudrait quand même pas oublier non plus qu'on ne peut pas accepter la croissance capitaliste et qu'il faut lutter contre. Et que la satisfaction des besoins des masses, c'est pas chacun aura un avion privé, une Mercedes de luxe, etc., etc. Il y aura les contraintes du développement écologique, il y aura la nécessité de ne pas dilapider les richesses, de ne pas dilapider notre environnement. Et donc tout ça, si vous voulez, il faut le replacer dans ce débat. Mais là, quand on parle de la société capitaliste, je crois qu'il faut être cynique, parce que ce système est profondément cynique. Il faut être cynique, à savoir que, oui, l'ouvrier, il est libre. Il est libre de crever de faim. D'ailleurs, il peut le faire. Il peut décider de, puisque le travail ne lui plaît plus ou ne lui convient plus, il peut décider de crever de faim. Et le patron peut décider d'embaucher ou de désembaucher en fonction de ses besoins. Toujours pareil, hein. C'est toujours la notion de besoin qui revient. Là. Et c'est la raison pour laquelle Marx termine avec ce passage fantastique. Je dis fantastique parce que il résume en quelque sorte les choses. Alors, premier élément, la force de travail, comme toutes les marchandises, si elle n'est pas vendue, elle ne sert à rien aux travailleurs. Tout au moins, elle ne sert à rien pour pouvoir faire face à ses besoins vitaux. Il peut utiliser sa force de travail pour lui-même, mais ça ne lui rapporte rien. Ça ne va pas régler ses problèmes. La deuxième chose, c'est que quand l'ouvrier vend sa force de travail, c'est la différence avec une autre marchandise, c'est qu'il ne fait pas passer immédiatement sa valeur d'usage à l'acheteur. Il faut qu'il aille sur le lieu de production. Et qu'il va produire quelque chose, c'est-à-dire il va produire un produit. Il va produire quelque chose qui, tant qu'il n'aura pas été vendu sur le marché, n'est qu'une simple valeur d'usage. C'est le paradoxe, c'est qu'en fait l'ouvrier produit des valeurs d'usage qui n'intéressent le capitalisme que comme valeur d'échange. Et donc, sa marchandise à lui, finalement, elle ne donne sa valeur d'usage que, enfin, elle n'existe sous forme de valeur d'usage que lorsque le produit est terminé, mais pour l'instant, le capitaliste, il faut qu'il la vende, et donc maintenant, il faut qu'elle se réalise sous forme de valeur d'échange. Ça vous va? C'est compréhensible? Tant qu'elle est dans les stocks, elle reste que valeur d'échange, que valeur d'usage. Elle est potentiellement de la valeur d'échange.
Potentiellement. Ouais. Et alors, elle n'est potentiellement d'une valeur d'échange que si justement, à un moment donné, il va y avoir besoin de cette valeur d'usage. Et là, la marchandise, elle perd son caractère de valeur d'usage. Elle n'est plus. Pour le capitaliste, c'était déjà le cas d'ailleurs. C'était pour lui Qu'une valeur d'échange. enfin, que de la valeur d'échange potentielle. Et là, maintenant, elle devient la valeur d'échange qui se réalise. D'accord ? Donc, si vous voulez, il y a un autre élément, c'est que comme le contrat entre l'acheteur et le vendeur ne fait pas passer immédiatement sa valeur d'usage à l'acheteur, il y a un deuxième phénomène auquel, et là il faut le dire, et il faudrait qu'on réussisse à marquer le mouvement ouvrier là-dessus pour relancer la chose. Et c'est que les ouvriers, c'est eux qui payent leur embauche. Je m'explique. Pour travailler, il faut avoir mangé, il faut avoir dormi, il faut s'être habillé. C'est-à-dire, en gros, il a fallu qu'il y ait du temps de travail socialement nécessaire qui soit accumulé et que ce temps de travail socialement nécessaire permette la reproduction de la force de travail par l'ouvrier. On est bien d'accord, vous me suivez? Le problème, c'est que quand l'ouvrier, il vend sa force de travail, la monnaie fonctionne uniquement que comme moyen de paiement, c'est-à-dire paiement à terme. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait la deuxième partie de la section 1, il y a tout un truc qui n'est pas toujours facile à comprendre au début, mais là qu'on comprend très bien. Le type, il a vendu sa force de travail, mais il ne l'a pas vendue, tu payes tout de suite. D'ailleurs, comme il ne l'a pas utilisée, il n'y a pas de raison, il ne peut pas la consommer tout de suite, le patron. Donc il n'y a pas de raison qu'il la paye immédiatement. Donc c'est repoussé au soir. Dans un premier temps, c'est au soir, ils sont embauchés à la journée. Puis ça sera à la semaine. Puis ça sera au mois. Et je sais. Alors. C'est la formule, le travailleur fait donc partout crédit au capitalisme. Exactement. Mais il y a un autre truc, c'est que ça pose quelques problèmes, y compris, par exemple, qui peuvent ne pas être saisis, notamment par le mouvement syndical. En général, le mouvement syndical a été favorable à la mensualisation, plus qu'au paiement hebdomadaire. Or, pourtant, quand on regarde bien, aujourd'hui, l'ouvrier, il avance à son patron, fait crédit d'un mois. Et imaginez qu'il parte à la retraite au bout d'un moment, ou qu'il quitte la boîte. Le patron, il ne lui verse pas le premier mois. On est bien d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que le contrat il se fait, en réalité, alors si quand même, j'exagère peut-être, il y a cette nécessité d'avoir de continuer pendant un mois ou 2 mois selon les professions, après avoir donné sa démission. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'il touche finalement ce qu'il a réalisé. Pas le premier mois. Le premier mois, l'impression que ça me donne, c'est que ça passe à l'as. Parce que en fait, le premier mois, l'ouvrier, il l'a, pour ce qui est de sa force de travail, il l'a produit avant. Donc ça ne fait pas partie du contrat. Donc ça se réduit à la fameuse formule que Marx emploie, à savoir que la sphère de la circulation de la marchandise, c'est le paradis des droits de l'homme. C'est important, vous savez, quand Mélenchon déclare que les droits de l'homme et du citoyen de 89, ce n'est pas les droits de la bourgeoisie. Parce que je pense que, justement, ici, Marx, il met bien en avant la question des formules dites républicaines, liberté, égalité, fraternité. Pour Marx, c'est la liberté, on a vu, travailleurs et capitalistes sont déterminés par leur simple libre volonté. L'égalité, ils échangent équivalent contre équivalent. Je te vends ma force de travail, je te donne le salaire qui correspond au temps de travail socialement nécessaire pour sa production et sa reproduction. Il ne faut pas oublier cet aspect, la reproduction. 3,
c'est la propriété. Chacun ne dispose que de son bien. L'un, sa force de travail, l'autre, l'argent nécessaire à son achat. Donc liberté, égalité, propriété, c'est vraiment la base. Puis il ajoute un truc, c'est Bentham. Alors Bentham, pour rien vous cacher, pour ceux qui n'ont pas lu ce passage ou qui n'ont pas fait d'études d'histoire économique, etc., ça dit absolument rien. Bentham, c'est un philosophe qui s'appelait Jérémie, comme quoi, et un jurisconsulte anglais qui est né en 1748 et qui est mort en 1832. Donc on est bien au moment où le capitalisme se déploie comme mode de production. C'est un disciple de Hobbes et d'Helvétius. Helvétius est un matérialiste, je rappelle, français. Il est le fondateur de ce qu'on appelle l'utilitarisme moral. Le principe d'utilité ou principe du plus grand bonheur du plus grand nombre d'individus qui consiste en une recherche calculée des plaisirs, il appelle ça l'arithmétique des plaisirs, et sert de base au gouvernement et au droit pénal. La philosophie de Bentham dit école, on dit l'école de Bentham, James Mill, John Stuart Mill, et eu un rôle important dans la vie politique en Angleterre entre 1824 et 1832. Elle peut être considérée comme une des bases de l'idéologie bourgeoise du XIXe siècle, et ses œuvres furent en partie traduites en français dès cette époque-là. Et en gros, c'est que pour Bentham, la production capitaliste, elle est utilitaire, elle est utile à tout le monde. Et donc, il va avoir tendance, effectivement, à mettre en avant le fait que dans la marchandise, ce qui est important, c'est la valeur d'usage. Parce qu'il faut justifier. Pourquoi? Alors qu'en réalité, c'est la valeur d'échange qui importe au capitaliste, qui n'en a pas vraiment grand-chose à faire de la valeur d'usage, si ce n'est que c'est elle qui porte la valeur d'échange. C'est très important aujourd'hui, on le voit bien. Effectivement, ils peuvent fermer des entreprises qui sont même rentables du point de vue purement commercial, parce que la valeur d'échange attendue n'est pas suffisante et qu'on cherche à en avoir plus par d'autres moyens, etc. Ou en allant ailleurs pour produire, etc. Ça, je crois, oui, c'est... Voilà. Mais l'autre élément qu'il faut voir, c'est que pour tout ça, ça se réalise. Il faut que il faut que la force de travail, elle soit produite en dehors du circuit de rotation de la marchandise. Et c'est ce moment avec lequel on va clore s'il n'y a pas de questions là-dessus, ce que dit Marx, et qui, je crois, vaut la peine d'être lu, ne serait-ce que pour la beauté du texte. Au moment où nous prenons congé de cette sphère de la circulation simple ou de l'échange des marchandises, à laquelle le libre-échange vulgariste emprunte les conceptions, les notions et les normes du jugement qu'il porte sur la société du capital et du travail salarié, il semble que la physionomie de nos dramatis personae se transforme déjà quelque peu. L'ancien possesseur de monnaie marche devant dans le rôle du capitaliste, le possesseur de force de travail le suit dans celui de son travail, de son travailleur, l'un a aux lèvres le sourire des gens importants et brûle d'ardeur affairiste, l'autre est craintif, rétif comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et qui maintenant n'a plus rien à attendre que le tannage. Et là, effectivement, dans la section qui suit et qu'il nous faudra lire pour la prochaine fois, il va nous parler du tannage. Il va commencer à nous parler du tannage, puisque il y a quand même, je crois, 3 sections qui concernent cet aspect du problème.